Je me présente, je suis Nicolas Chabanol, je suis le directeur technique chez Bonitasoft. Moi j'ai rejoint l'aventure au tout début en 2009, donc ça fait 10 ans que je suis dans la boîte. Voilà, c'est toujours l'éclate, c'est toujours le pur plaisir. Et ça fait plaisir de venir vous présenter un sujet technique aujourd'hui. Le sujet, ce sera donc les microservices et Bonita, et qu'est-ce qu'on peut faire avec les deux. En guise d'intro, juste vous dire que bon, microservices, on en parle, on entend parler. Toutes les conférences techniques ne parlent que de microservices. Kubernetes, voilà, Kafka, ces mots-clés-là. Il est important de noter quand même qu'il n'y a rien de nouveau. Si on revient aux années 1992, on avait quelque chose qui s'appelait Corba. Corba, c'est déjà une architecture dont le pitch c'était de créer des objets qui sont isolés entre eux, nous permettant de les développer dans des langages potentiellement différents, de les exécuter dans des processus différents, et pourquoi pas les déployer sur des machines différentes. Si vous regardez la définition de microservice, vous changez le mot objet par service, et qu'est-ce qu'on a? La même définition. Tout ça pour vous dire que microservice, beaucoup de buzz. Il n'empêche que c'est qu'un ensemble de bonnes pratiques d'architecture qui existent depuis le début et qu'on se met simplement à les utiliser peut-être comme il faut. Voilà. Juste pour la polémique, j'aime bien un peu lancer des sujets comme ça. Il n'empêche que si on regarde les tendances, donc là c'est un Google Trends, sur les 5 dernières années, j'ai pris le parti de chercher les mots-clés microservices, Apache Kafka et workflow. Alors pourquoi ces trois-là? J'aurais pu en prendre d'autres, hein, soyons honnêtes. Microservices, c'est parce que c'est le sujet du talk. Kafka, c'est parce que j'ai pris le parti de considérer que dans une architecture microservice, l'un des moyens de communication entre les services, c'était du message. Et Apache Kafka a une bonne tendance à rassembler les gens et les opinions. Du coup, je me suis dit que j'allais parler de Kafka. J'aurais pu parler de RabbitMQ, de ZeroMQ, ou pas du tout de message d'ailleurs. Je sais que des gens font des microservices avec des API REST. Le canal de communication, ça reste un canal de communication. Ici, je voulais parler de message parce que ça peut être intéressant. Et workflow, pourquoi? Parce que Bonita, son écosystème, c'est les workflows. Donc on voit la tendance, hein, microservices et Kafka qui grimpent en flèche, workflow qui est là depuis plus longtemps et qui est plutôt stable. Et donc le talk d'aujourd'hui, c'était d'imaginer quelle était la rencontre entre ces trois mots-clés et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. Alors il y a quand même quelque chose qui a changé dans le périmètre. Je disais, bon, Corba déjà nous vendait une architecture qui permettait de faire du découplage, de faire des choses comme ça. Il y a quelque chose qui a quand même changé dans l'horizon informatique, c'est la perception qu'on a des messages. En 1992, les messages étaient un vecteur de communication, c'était quelque chose de très bas niveau, c'était du protocole, d'accord? Quelque chose de très technique, dont seuls les informaticiens ou les techniciens entendaient parler. De nos jours, les messages, c'est quelque chose qui parle au métier. On parle de domain-driven design, par exemple. On parle de event storming, peut-être des expressions que vous avez entendues. Qu'est-ce que c'est? C'est le métier qui conçoit son domaine sous forme d'événements, sous forme de messages qui transitent entre plusieurs acteurs, entre plusieurs systèmes d'information ou entre plusieurs systèmes tout court. Donc la perception qu'on a des messages a bien changé. Donc si on regarde là, la photo des post-it, c'est un exemple de comment faire de l'event storming, à savoir identifier tous les messages qui transitent dans un système et qui sont propres à un métier. Et le petit dessin qu'on a, c'est la même chose, c'est du event storming pour le e-commerce. Alors pourquoi le e-commerce? Parce que si vous regardez un peu la littérature qui parle de microservices, l'un des exemples que vous retrouvez quasiment à chaque fois, de façon unanime, c'est le e-commerce. Voilà, c'est passer une commande en ligne, acheter quelque chose, se faire livrer. Et ben, j'ai pas été original du tout, j'ai repris le même exemple. D'accord? L'avantage, c'est que du coup, si vous découvrez le sujet aujourd'hui, pour certains d'entre vous peut-être, si demain vous allez sur Internet et que vous cherchez de l'information, vous allez trouver du e-commerce. Si au contraire vous connaissez déjà un peu le domaine, le métier, excusez-moi. Petit problème technique. Est-ce que quelqu'un aurait récupéré une sacoche par erreur qui ne serait pas la sienne, un sac à dos, je pense, noir avec un PC entre autres dedans? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de chercher ses affaires? Merci.
Pas de souci, je comprends. Bon courage pour la recherche. Il faut peut-être regarder par là si jamais. D'accord. Oui, pardon. Et donc, je disais le e-commerce. Voilà, si jamais vous faites des recherches après le talk sur Internet, vous allez retomber sur ces exemples-là. Du coup, ce sera peut-être facile de comparer ce que je vous ai présenté aujourd'hui, qui sont un peu mes croyances, ma compréhension de ce que sont les microservices et ce que les autres disent sur Internet. Petit disclaimer, je ne me présente pas en tant qu'expert international sur les microservices. D'accord, je vous partage mon opinion, ma compréhension de ce que j'ai découvert moi auprès de ma recherche sur Internet, mes échanges avec des équipes techniques, d'architectes ou de développement. D'accord. Et si vous avez des questions, évidemment, je serais ravi d'en parler. Du coup, si on revient sur la volonté de ces architectures microservices et la communication par message, l'une des volontés de ces architectures-là, c'est de faire du découplage. Donc, découplage, qu'est-ce que c'est? C'est prendre les différents composants du système et faire en sorte qu'ils soient le plus autonomes possible. Dans la recherche d'autonomie, on va avoir le déploiement. Déployer de façon autonome chacun des services, chacun des composants du système. On va vouloir pouvoir implémenter de façon efficace chacun de ces composants-là, en autonomie. D'accord ? Et le dernier enjeu du découplage, ou en tout cas une promesse du découplage, c'est que si votre système est fait de services indépendants, vous allez pouvoir faire de la scalabilité locale. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez pouvoir prendre un de vos services et faire le passer à l'échelle uniquement ce service-là sans impacter le reste du système. D'accord? Donc très souvent, les gens qui se dirigent vers les architectures microservices et les événements, c'est pour cette recherche de scalabilité. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer. À chaque fois, je leur demande, OK, vous faites un choix d'architecture, mais pourquoi? Hormis si je parle à un techos qui veut vraiment se faire plaisir pour découvrir une nouvelle architecture, très souvent, c'est qu'il y a un besoin métier fonctionnel derrière, gagner en différenciateur concurrentiel, ça peut en être un. Et en général, si on creuse derrière, pourquoi vous allez être concurrentiel? Souvent, la scalabilité arrive. C'est le critère principal qui fait que les gens s'intéressent à cette architecture-là. Il n'empêche que quand on discute un peu avec ces équipes-là qui se sont lancées dans les microservices, il y a un frein qui apparaît, qui n'est pas du tout évident, qui n'est pas technique, qui est organisationnel. Donc là, je vais faire écho à la loi de Conway que j'ai découvert il y a quelques temps et qui me parle énormément parce que je suis absolument convaincu de ce qu'elle dit. Et je vais essayer de vous la paraphraser. Donc la loi de Conway dit qu'une organisation qui cherche à concevoir un système va être contraint de produire une architecture qui est le reflet des canaux de communication de l'organisation. Je vous laisse méditer. D'accord, je vais essayer de la paraphraser parce qu'honnêtement, quand on la prend en texto, c'est compliqué. Grosso modo, si vous avez une équipe monolithique et vous devez concevoir un système, vous allez produire un système qui a de fortes chances d'être monolithique. Ça peut se débattre. Imaginez maintenant, vous avez une organisation dans laquelle vous avez plusieurs équipes, ce qui est plus réaliste, et que vos équipes sont séparées par compétences. Une équipe qui est capable de faire des API, une équipe qui est capable de faire de la logique métier, du back-end, une équipe qui est capable de faire des bases de données. Si ces équipes-là doivent concevoir un système, il y a très de fortes chances que l'architecture qui va être mise en place soit une architecture N-tiers, par couche. Pourquoi? Simplement parce que les équipes essaient d'être efficaces. Pour être efficaces, ils travaillent avec les gens de leur équipe. Si les gens de cette équipe-là sont capables de faire de la base de données, ce qu'ils vont construire, c'est un système dans lequel la base de données est isolée, mettre en place des canaux de communication vers les autres équipes, les autres couches du système. D'accord? Si vous voulez faire du coup des microservices, d'accord, des bouts de code totalement distribués, qui communiquent entre eux et qui ne se connaissent pas, il y a de fortes chances que si votre organisation n'est pas le reflet de ces canaux de communication-là, vous ayez des difficultés d'efficacité d'équipe. D'accord? Donc ce que je voulais dire par ce slide-là, c'est qu'il est important de comprendre qu'un choix d'architecture fort peut avoir un impact fort sur votre organisation. A l'inverse, des choix d'organisation forts peuvent avoir un impact sur l'architecture logicielle que vous voulez créer. Ce sera plus ou moins facile de le faire. Je ne dis pas qu'il est impossible de faire des microservices sans avoir des équipes distribuées. Je dis juste que vous risquez de rencontrer des freins d'organisation si ce n'est pas le cas. D'accord ? Avant d'aller plus loin, de vous faire quelques petites démos, voir un peu du code ou des choses comme ça, j'aimerais faire un petit tour de table, un petit tour de salle d'ailleurs plutôt, savoir où vous en êtes, vous, dans tout ça. J'ai 3 questions assez simples. La première, c'est chez vous, est-ce que vous avez déjà commencé les architectures microservices? Est-ce que vous avez des projets
qui sont déjà en microservices ou qui se destinent à être en microservices. Du coup, à main levée, comme ça, juste savoir qui fait déjà des microservices, plus ou moins 2, 4, 5, 6. Super. Deuxième question, est-ce que dans vos projets, vous utilisez Apache Kafka? Alors, encore une fois, hein, Kafka, c'est biaisé, hein, on va dire un peu plus large. Communication par message. Ah oui, bien vu, merci. Je me note là, comme ça je vais faire un peu plus de monde. 1, 2, 3, 4, 5 aussi à peu près la même taille de population. Dernière question. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent Bonita dans soit une architecture microservice, soit une architecture basée à événements? J'ai un presque oui, presque non par là. J'ai quelqu'un, super. 2, oh, génial. Et bah, du coup, je serais ravi que vous veniez me voir après ma présentation, échanger un peu de votre avis, comment vous faites, etc. Et que vous me fassiez un retour si ce que je vous ai présenté vous parlait ou si au contraire vous aviez une vision différente. Ce serait super. Pour tous ceux qui ne font ni du microservice, ni du Bonita, ni du Kafka, j'ai juste espoir de vous présenter de l'information qui pourrait quand même vous être utile, ne serait-ce que pour réfléchir sur voilà, quelle organisation, quel type d'architecture, comment Bonita et le BPM peut aider dans tout ça. Juste matière à réflexion. D'accord ? J'espère pouvoir servir tout le monde avec le sujet. Du coup, je vais vous parler, encore une fois, je ne suis pas expert dans le domaine, hein. Moi, mon métier, c'est le BPM, c'est Bonita. N'empêche que j'ai une certaine compréhension de plusieurs patterns que j'ai pu observer sur les microservices, et je voulais vous les présenter. Le premier pattern, c'est ce que je vais appeler la chaîne d'événements. Donc vous avez votre, on va prendre l'exemple du e-commerce, hein. Donc dans le e-commerce, on va imaginer qu'on a plusieurs services. Le premier, c'est le service de commande. Le deuxième, ça va être le service de paiement, récupérer les sous. Et le troisième, c'est le service de livraison, envoyer la marchandise au client qui a passé sa commande. Une chaîne d'événements, qu'est-ce que c'est? C'est quand le premier service va émettre un événement qui va être consommé par le deuxième, qui va émettre un événement qui va être consommé par le troisième. Ça marche avec 3, ça marche avec 25. Simplement, je veux dire beaucoup, générer un événement, consommer, générer, consommer, générer, consommer. C'est, selon moi, l'approche la plus intuitive et naïve quand on commence à rentrer dans ces architectures-là, et notamment avec les communications par message, parce que c'est très proche des patterns qu'on connaît depuis très longtemps, pattern observeur. J'observe un système, quand il a envie de me communiquer quelque chose, il m'envoie un message, je consomme le message, je réagis. D'accord ? Quand on est avec du Apache Kafka ou n'importe quel outil de messaging, il y a une petite subtilité, c'est qu'on ne va pas s'inscrire auprès du service, on va s'inscrire auprès d'un tiers, un broker, un élément de confiance qui fait véhiculer les messages. Ça reste plus ou moins les mêmes patterns de communication. Donc là, sur le schéma, ce que vous voyez, c'est les différents services. Donc le passé de commande qui envoie un message. Petit rappel, un message n'est pas uniquement un vecteur d'un signal technique, mais il est porteur d'un message, porteur d'information qui a vraiment une grande valeur business. Donc là, je l'ai mis en tant que méta-information. Il y a un ID, il y a du temps, il y a la liste des articles qui sont commandés, la quantité, il peut y avoir les prix, tout ce dont vous avez besoin pour véhiculer vraiment l'information importante de votre métier. Donc ce qu'on voit, c'est que le premier service génère un message qui est consommé par le deuxième, qui génère un message à son tour, qui sera consommé par le troisième, et ainsi de suite. C'est facile, c'est intuitif, on peut le faire, parfait. Il y a deux petits inconvénients selon moi à cette approche. Donc vous allez le voir, hein, je parle des avantages et inconvénients. Pour moi, il n'y a pas une solution unique qu'il faut absolument appliquer. Je pense que selon les cas d'usage, selon l'architecture, selon le projet, ça va être un mix de différents patterns qu'on va mettre en place, comme toujours. Dans les petits inconvénients que je vois à ce pattern-là, il y a la question de qu'est-ce qui se passe quand je veux rajouter un service dans mon application. Un cas concret, je veux inclure une notion de vérification du stock avant de demander à l'utilisateur de payer sa commande. Admettons que l'utilisateur veuille commander 25 articles identiques et que j'en ai pas 25 dans mon stock. Qu'est-ce qui se passe si je lui demande de donner son numéro de carte bancaire? J'arrive au service de distribution qui, quand il prépare la commande, se rend compte qu'il n'a pas suffisamment de stock. Je suis en cas difficile, il faut que je gère le cas d'erreur. D'accord ? Donc là, pour éviter cette situation-là, je veux inclure un nouveau service dans la chaîne. Le service de stock, et j'aimerais qu'il s'inclue juste au moment où l'utilisateur passe la commande. Je veux vérifier le stock, soit j'ai suffisamment d'articles et je passe au paiement puis à la livraison. Si je n'ai pas suffisamment d'articles, je coupe la commande et je dis commande impossible. D'accord ?
Ben, pour faire ça, selon la façon dont vous avez implémenté vos services, il y a de fortes chances que vous deviez, 1, créer, implémenter votre nouveau service de stock, 2, casser la chaîne et modifier 2 services existants, celui de commande et celui du paiement. D'accord? Parce que vous n'allez plus écouter les mêmes événements, vous n'allez plus générer les mêmes événements, du coup il faut revoir la chaîne. Dans un cas plus optimiste, vous allez modifier que 1 des 2 services existants. Il n'empêche que vous allez faire 2 déploiements, le nouveau service et un qui était existant que vous avez modifié. Mince. J'ai dit que je faisais des microservices pour être autonome. Déployer un nouveau service, je n'aimerais pas avoir à modifier le service d'à côté. Si en plus j'ai une organisation qui dit que chaque service est dans des équipes séparées, si pour créer mon nouveau service, je suis obligé de demander à l'équipe d'à côté de faire une mise à jour de son code, de prévoir un déploiement, de synchroniser nos 2 déploiements le même jour pour le passage en prod, j'ai potentiellement une friction organisationnelle aussi à gérer. Je suis un petit peu éloigné de la volonté de passer au microservice et de gagner en autonomie. Maintenant, si c'est la même équipe qui s'occupe des 2, qu'il n'y ait pas de friction et tout va bien, pourquoi pas. Le deuxième point négatif de cette approche-là, c'est que bon, là, il y a 4 services. C'est facile, j'arrive à mentalement savoir dans quel ordre s'exécutent les choses, tout est logique, tout est simple. Qu'est-ce qui se passe si vous en avez 25, 32, 48, 72 ? Est-ce que c'est A qui est avant B ou B avant A? Moi, peut-être que c'est pareil, peut-être pas. En fait, avec une approche comme celle-ci, ce qui me dérange personnellement, c'est qu'il n'y a pas une zone, un endroit où une unité de code qui contient la logique de l'enchaînement, qui contient la vérité, la source de vérité unique sur quelle est la chaîne d'exécution. Encore une fois, peut-être que ça ne dérange pas, peut-être que c'est pas gênant, peut-être que c'est vachement bien documenté, que la doc est à jour, auquel cas il n'y a pas de problème. Un autre pattern qu'on voit, qui est plus ou moins opposé, c'est ce qu'on appelle l'orchestration. Donc, qu'est-ce que c'est que l'orchestration? C'est avoir un chef d'orchestre qui connaît toute la chaîne. Ah, on vient de résoudre un des problèmes de l'approche précédente. Quelqu'un connaît toute la chaîne, voilà, il en est le garant, et qui va dire à chacun des services quand c'est exécuté. D'accord? Donc ça, c'est super. Donc ça ressemblerait à quoi? Ça pourrait ressembler à ça. C'est bon, c'est à peu près lisible. On a un orchestrateur, donc c'est une entité qui peut être lui-même considérée comme un service à l'intérieur du système, qui va passer en mode commande, qui donne des ordres. Service de commande, passe ta commande, commande envoyée. Service de paiement, récupère les sous, sous reçus. Service de livraison, envoie la marchandise, marchandise envoyée. Super. Donc il existe un endroit unique sur lequel la chaîne est documentée, c'est l'orchestrateur. Si jamais je veux rajouter un service, celui de stock, comme tout à l'heure, j'ai plus besoin de modifier un service existant. Mais je dois quand même modifier l'orchestrateur. Donc certes, j'ai gagné en découplage entre les services, mais j'ai créé un couplage factice entre l'orchestrateur et tous les services existants. Est-ce que c'est mieux? Question de préférence. Voilà. En règle générale, quand on entend microservice et Bonita, ou tout outil de BPM, c'est ce pattern-là que les gens ont en tête. Tout le monde imagine, ah mais Bonita, il est là pour orchestrer les workflows, Bonita va orchestrer les microservices, Bonita va être l'orchestrateur. C'est une option. On verra après, c'est pas la seule. Et le dernier pattern, c'est la chorégraphie. Donc la chorégraphie, l'image qui est là, c'est une image qu'on voit très souvent. Dans un spectacle de danse, la chorégraphie, c'est génial. Tout le monde sait ce qu'il a à faire, quand il doit le faire, tout se passe bien et c'est magnifique. Regardez un ballet, c'est juste exceptionnel à voir, tout le monde sait ce qu'il a à faire, j'ai l'impression que c'est magique. La chorégraphie pour les microservices, qu'est-ce que c'est finalement? J'ai le premier événement qui dit « Hey, j'ai un utilisateur qui veut passer une commande ». Et là, j'ai tous les services de mon système qui savent quoi faire et quand le faire. Magique. Le système de paiement sait qu'il doit récupérer des sous. Le système de livraison sait qu'il va devoir préparer la marchandise, sortir le stock, mettre dans les paquets, mettre l'adresse, envoyer à la poste. Donc, lors d'une chorégraphie, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a plus besoin de quelqu'un qui surveille. On envoie le premier message, tout se déroule super. J'aurais presque envie de dire, faisons tous de la chorégraphie. Évidemment, c'est comme toujours dans la vie, tout n'est pas toujours tout beau, tout rose. Si on regarde là, puisque tout le monde consomme le premier message, qui est une nouvelle commande doit être faite, l'ordre d'exécution n'est pas garanti. Je vais pouvoir récupérer les sous avant d'envoyer la marchandise.
Ou alors je vais pouvoir envoyer la marchandise avant de récupérer les sous. Je ne sais pas si tout le monde serait d'accord d'envoyer la marchandise sans avoir récupéré les sous, mais c'est possible avec l'orchestration. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Donc moi qui m'occupe d'envoyer la marchandise, je sais qu'un autre a récupéré les sous. Je m'en soucie pas. Du coup, j'envoie la marchandise. Sauf que dans la vraie vie, surtout dans la vraie vie des systèmes d'information, des fois il y a des erreurs. Le réseau n'est pas disponible, la machine est éteinte, peu importe. Du coup, qu'est-ce qui se passe en cas d'erreur? D'accord. Donc là, dans l'exemple, j'envoie la marchandise, mais il est impossible techniquement de récupérer les sous. La carte bancaire est expirée. Il n'y a pas assez de sous sur la carte bancaire. Le système de paiement est cassé, peu importe. Dans l'autre sens, pareil. Je récupère les sous, mais je ne peux pas les livrer. Pour une raison ou pour une autre. Je n'ai pas l'adresse, voilà, ou l'adresse est invalide, du coup je ne peux pas l'envoyer. Votre utilisateur, il sera mécontent dans les deux cas. Lui, il a demandé des articles, dans ce cas-là payé, il ne recevra jamais ces articles. Donc vous, en tant qu'éditeur, vous allez devoir gérer la crise auprès de l'utilisateur et gérer la situation. Du coup, comment on se sort de cette situation-là? C'est pas évident. Donc il y a beaucoup de recherches qui ont été menées, parce que tout le monde est convaincu quand même qu'une chorégraphie, c'est ce qu'il y a de meilleur pour le business. Je ne l'ai pas dit, mais c'est important de le préciser. Pourquoi? Puisque tout le monde sait ce qu'il a à faire. Donc dans le cas où tout se passe bien, c'est avec une chorégraphie que vous allez pouvoir délivrer le plus de commandes par unité de temps, par minute, par heure, par jour, ce que vous voulez. Parce que tout le monde sait ce qu'il a à faire et il le fait au bon moment. Donc dans le cas où il n'y a pas d'erreur, c'est ce qu'il faut faire. Tout le monde sait ce qu'il a à faire, il le fait au bon moment, tout se passe bien. Vous allez pouvoir faire des millions d'instances et de transactions par jour. Faites des chorégraphies. Le problème, c'est quand il y a une erreur. Il faut trouver comment retrouver une cohérence dans le système. Comment réparer le système pour retrouver un espace cohérent. Si vous avez déjà pris l'argent, vous devez livrer la marchandise. Si vous avez déjà livré la marchandise, il faudra récupérer l'argent. Vous ne pouvez pas rester incohérent. D'accord? C'est là où la difficulté se trouve. La solution à ce problème-là, c'est ce qu'on appelle un chorégraphe. C'est un peu comme dans la danse, je reste avec la même analogie. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Par contre, s'il y a un danseur qui tombe, à un moment ou à un autre, le danseur va devoir se relever et va devoir reprendre là où les autres en sont. Éventuellement, sauter une partie du spectacle, peu importe, pour se remettre aligné, pour être en cohérence avec le reste de la chorégraphie. Et bien là, c'est pareil, c'est ce qu'on doit faire. Le chorégraphe doit surveiller ce qui se passe. S'il observe qu'un danseur est à contre-temps ou a raté quelque chose, il va lui faire quelques signes, il va lui rappeler où est-ce qu'on en est et il va ramener tout le système en cohérence. Et c'est peut-être là que Bonita peut avoir un rôle à jouer. Je vous propose de faire des démos. Alors pour les démos, j'ai fait des choix, parce que je ne pouvais pas tout traiter. Les choix sont les suivants. Donc pour l'environnement technique, donc je vais vous faire un peu des microservices. Je les ai écrits en Node.js. Pourquoi Node.js? Parce que j'aime bien. C'était déjà un premier choix intéressant. Le deuxième, c'est pour vous montrer que même dans l'écosystème de Bonita, qui est essentiellement Java, on peut travailler avec d'autres systèmes d'information qui sont dans d'autres langages. Donc pourquoi pas Node? La communication entre les microservices, j'ai pris Kafka. Comme j'ai dit en intro, j'aurais pu prendre autre chose. C'était juste parce que c'était tendance. Le tout est packagé dans des images Docker. Comme on l'a dit, on a vraiment cette volonté d'aller vers la dockerisation pour montrer en quoi ça peut aider les équipes à travailler plus efficacement. Donc je me suis permis de tout packager dans du Docker. Et j'ai quand même pris Bonita au milieu et vous montrer un peu ce que Bonita pouvait faire dans ces environnements-là. Je suis obligé de changer de micro, donc il y a un petit peu de manutention. Ok, est-ce que vous m'entendez? Ouais, parfait. Du coup, je vais vous proposer deux démonstrations. La première, c'est celle-ci. Je vais vous montrer l'ensemble des microservices écrits en Node.js. Le use case, c'est celui que je vous ai dit, c'est celui de e-commerce. Donc, passer une commande, récupérer les sous, envoyer la marchandise. Tout fonctionne, la chaîne est totalement implémentée, on est content. Pour une raison ou pour une autre, j'ai besoin de réimplémenter un des services. D'accord, ils sont isolés, donc en théorie, je peux changer un service, une implémentation de service par une autre,
et avoir le même résultat. Et donc là, je me suis permis de le faire en Bonita, juste pour vous montrer que Bonita peut être un acteur, peut être un microservice en lui-même, qui vient s'inscrire dans une architecture déjà existante, codée éventuellement dans un autre langage. Donc l'exercice, ça va être de substituer un service qui est fonctionnel par un autre qui est écrit en Bonita et vérifier que la chaîne continue de fonctionner. Allez, je vous propose de regarder ça. Alors, pour faire simple, ici j'ai un portail qui permet de consulter les images Docker de mon environnement de démonstration. Ah, c'est un bon point. Laissez-moi changer d'écran. Parfait. Voilà, donc un portail qui s'appelle Portainer, qui n'est pas à nous, qui est disponible pour gérer les environnements Docker. Chacune des lignes qui est là correspond à un container Docker. Donc vous retrouvez l'environnement technique, on a Kafka qui est ici, et j'ai deux services qui sont en cours d'exécution. Le premier service, c'est le service de paiement, et le deuxième, c'est celui de livraison. Voilà. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'est-ce qui se passe quand je passe une commande. Alors je suis désolé, ça va être... vous allez voir transiter des messages, vous allez voir des logs. D'accord, pour le niveau d'attente de ce que vous allez voir. Si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à lever la main, j'essaierai d'expliquer ce qui se passe dessous ou ce que veut dire le message, ou des choses comme ça, d'accord ? Donc sur la droite, en haut de l'écran, vous devriez arriver à lire le service de paiement. Donc lui, quand je vais placer une commande, il devrait me dire je suis en train de récupérer les sous, et au bout d'un certain temps dire j'ai récupéré les sous. D'accord ? Vous ne verrez pas comment il fait ça, il va juste vous le dire. Il faudra le croire sur parole. Et en bas, vous allez avoir le service de livraison, d'accord, qui va préparer la commande et qui va l'envoyer. Pareil, ce qu'il va nous dire, c'est j'ai bien détecté qu'il fallait que j'envoie une commande, je suis en train de le faire, je l'ai fait. Du coup, je suis désolé, je n'envoie pas réellement de marchandises dans la démonstration, ça ne fait que prétendre en envoyant des logs. Donc pour simuler le passage d'une commande, comment je fais ? J'ai un autre service qui est écrit en Node, et à chaque fois que je le démarre, tac, et il crée une commande et il la passe. D'accord ? Donc on voit le service de paiement qui dit hey, je viens de voir une demande, new order available, avec un ID qui est généré, qui est celui-ci. Donc il est en train de la processer, donc ça lui prend un certain temps. Donc je crois que j'ai mis des temps suffisamment longs pour qu'on voit bien ce qui se passe et qu'éventuellement je puisse répondre à des questions. Donc on doit être sur l'échelle de entre 15 et 30 secondes pour chacun des services. Donc en théorie on devrait être bon. Donc une fois que le paiement va être reçu, comme on est dans la chaîne, d'accord, le pattern numéro 1, voilà. Le paiement est reçu, qu'est-ce qui se passe ? Hop, le service de livraison reçoit le fait que le paiement a été reçu, qu'il doit envoyer de la marchandise, d'accord, paiement reçu pour l'ID 041981. Donc là, il est en train de préparer la commande, donc il est en train de packager les articles, ça lui prend un certain temps, et une fois qu'il aura fini, il nous dira que la commande a été expédiée. On va attendre, voilà. D'accord, donc commande expédiée pour l'ID numéro 041981. Ça va être facile, c'est toujours le même ID de commande qui va passer dans tous les exemples que je vais faire, donc comme ça il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on vient de voir, c'est la chaîne d'événements. Le premier service envoie un message, le deuxième le récupère, le troisième l'exécute. Tout est écrit en Node.js, tout fonctionne, je suis content de mon service. Pour une raison ou pour une autre, je dois changer l'implémentation du service de paiement, parce que dans son implémentation actuelle de Node.js, vous me croirez sur parole, il n'est pas capable de gérer quand la carte bancaire est expirée. Et du coup, c'est un cas d'erreur qui n'était pas prévu le jour où ils ont implémenté ça en Node.js. Et du coup, ils décident de l'implémenter aujourd'hui pour des besoins métiers. Et l'équipe technique a changé de technologie, parce que Node.js, pour eux, c'était sympa il y a 6 mois. Et là, ce mois-ci, ils décident que Bonita, c'est plus à la mode, donc ils ont envie de faire du Bonita. Ou alors vous trouvez une excuse métier qui a vraiment du sens, mais là pour ma démo ce sera la volonté technique. Comment on fait ça ? Eh ben, on a une nouvelle implémentation du service de paiement qui a été faite avec Bonita. Donc si vous voulez, je peux vous la montrer rapidement. Hop, microservice. Tac. Voilà, donc ça c'est l'implémentation avec Bonita d'un service de paiement.
Donc, je ne sais pas si vous êtes très familier de BPMN2, donc je vais vous le lire de façon très rapide. Quand une nouvelle commande doit être honorée, je vérifie si l'utilisateur a déjà des avoirs. S'il a des avoirs d'un montant suffisant, je paye la commande avec les avoirs. Sinon, je charge sur sa carte de crédit. Si pour une raison ou pour une autre, la carte de crédit est invalide, je demande à l'utilisateur de me redonner ses informations de carte bancaire. Donc soit il me met une nouvelle carte, soit d'autres informations nécessaires. Je lui laisse 48 heures pour faire ça. Et si au bout de 48 heures, il n'a pas été en mesure, en une fois ou en 25 itérations, de me fournir une carte bancaire capable d'honorer la commande, auquel cas, je décide que la commande doit être annulée. D'accord ? C'est une règle métier qui m'a été donnée. Je laisse 48 heures à l'utilisateur pour débloquer les articles du stock, parce que si au bout de 48 heures, il ne l'a pas payé, je considère qu'il ne le payera jamais. D'accord ? Donc ça, c'est l'avantage d'avoir développé le service avec Bonita, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui viennent facilement. La gestion des erreurs, la gestion des délais, comme celle-ci, je stipule jusqu'au bout de 48 heures, celle-ci est abandonnée, à la place je fais ça. Donc voilà, donc avec 4 boîtes et 5 flèches, je n'ai pas compté, mais c'est de l'ordre de grandeur, je suis capable d'implémenter mon cas d'usage. D'accord ? Donc j'ai ce microservice-là, qui a été packagé avec Docker, et qui se trouve donc dans mon environnement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le service de paiement Node.js. Je vais éviter de charger 2 fois le client, donc je vais avoir qu'un seul service qui s'occupe de la commande. Et à la place, je vais démarrer le service de paiement fait avec Bonita. D'accord ? Donc je me remets avec mes fenêtres en place. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je redémarre une nouvelle commande ? Donc on redémarre. Comme je vous ai dit, chaque fois que je le redémarre, ça génère une nouvelle commande qui doit passer par le service de paiement. Donc là, on verra que le service de paiement Node.js ne fait plus rien puisqu'il est éteint. Par contre, que le service de livraison, lui, est censé s'exécuter. Donc on va attendre un petit peu et on devrait voir le service de livraison apparaître. En attendant, ce que je peux vous montrer... Évidemment, j'étais déconnecté. C'est comme j'ai implémenté mon service avec Bonita, je gagne quelque chose, c'est de la traçabilité sur son exécution. Donc ici, je suis connecté à une interface de Bonita, et donc ce que je vois, c'est mon processus et son exécution. Donc je retrouve dans l'interface d'administration, donc là je suis sur ma prod, je retrouve le dessin que je vous ai montré tout à l'heure dans l'environnement de développement, et je vois que cette exécution de paiement, elle a reçu le message, elle a vérifié les avoirs. Il se trouve que les avoirs n'étaient pas suffisants, donc il a décidé de charger la carte de crédit et maintenant il a reçu le paiement. D'accord ? Donc vous avez gagné en traçabilité et en lisibilité locale puisque vous pouvez voir ce qui se passe au niveau de votre processus de paiement que vous n'aviez pas avant. Et donc là, on voit le service de livraison qui a reçu le deuxième ordre, donc la deuxième commande qu'on vient de traiter et qui l'a envoyée. Donc là, dans la démo, si je vous refais le petit récap, ce que vous avez vu et que vous devez retenir, c'est que j'avais une chaîne d'événements qui était implémentée avec Node.js. J'ai un des services que j'ai décidé de modifier de façon autonome. Je l'ai éteint, j'ai mis une nouvelle implémentation faite avec Bonita. Ma chaîne de microservices a continué à s'exécuter. D'accord ? Donc je vous ai montré l'intérêt des microservices par l'isolation et la capacité de changer une des briques implémentées en Node.js par Bonita et de ne pas casser la chaîne. Au passage, on a eu le petit bénéfice, c'est que le processus de paiement, maintenant que c'est un processus Bonita, vous avez les outils qui viennent avec Bonita de visualisation de l'exécution. Ça, c'était la première démo. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus avant que je passe à la deuxième ? Pas de questions ? Super. J'espère juste que je ne vous ai pas endormi parce que la digestion après le repas était quand même un moment difficile. Donc la deuxième démo, qui va se dérouler plus ou moins de la même façon, je vais vous parler un peu de chorégraphie et un peu d'orchestration en même temps, parce que j'ai décidé d'implémenter mon chorégraphe comme un orchestrateur. Donc là, ce que je voudrais vous montrer, c'est voilà, si dans mon système, j'ai quelque chose qui se passe mal, ou si dans mon système, je veux mettre des règles métiers, du style, je veux être sûr que le paiement ne se fait que quand... Non, pardon, la livraison ne se fait que quand le paiement a été reçu. D'accord ? Parce que c'est une situation qui est plus facile à gérer en cas d'erreur que le sens inverse. Si ma commande est déjà partie
et que le client ne veut pas me payer, courir après un client parce qu'il ne m'a pas payé les 25 € de sa commande, c'est trop lourd pour moi d'un point de vue business. D'accord ? Du coup, il vaudrait mieux que j'abandonne les 25 € que rentrer dans un litige, une gestion de litige. D'accord ? Donc là, je vais vous montrer comment Bonita peut être chorégraphe d'une architecture microservice. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il peut jouer ce rôle-là de façon assez non intrusive. Alors, comment on voit ça? Il faut que je retrouve ma fenêtre, c'est celle-ci. Ok. Comment on fait ça? J'ai un autre service qui s'appelle Bonita Chorégraphe que je peux démarrer. Donc vous verrez, je ne touche rien aux implémentations actuelles. Et j'ai rien fait avant, il n'y a pas de magie. Je vais juste démarrer Bonita en tant que chorégraphe. Qu'est-ce que ça fait? Bonita se met à écouter Kafka, puisque là tous les messages passent par Kafka. Et en tant qu'observateur des fils de messages, va simplement tous les absorber, tous, et vous montrer dans un processus Bonita ce qui est en train de se passer real time. D'accord? Donc j'ai rien changé aux implémentations. Simplement, j'observe la file Kafka et je suis capable de présenter un processus qui vous montre ce qui est en train de se passer dans votre environnement microservice. Donc là, j'ai démarré le chorégraphe et donc je vais créer une nouvelle commande et on voit ce qui se passe. Donc encore une fois, je redémarre mon service. Chaque fois que je redémarre, il me génère une commande. Le fait d'avoir fait ça, si je retourne sur mon Bonita et que je regarde les cases qui vont apparaître, j'ai donc mon service de paiement qui a reçu l'événement, mais j'ai aussi un nouveau process qui s'appelle New Order, voilà, et qui lui se met en mode écoute. Tout ce qu'il fait, c'est observer le système. Et il dit, bah voilà, tu as démarré une commande, ma chorégraphie a été lancée, et qu'est-ce que j'observe? J'observe qu'il y a le service d'envoi qui n'a pas encore envoyé son événement, comme quoi il avait fini son boulot. J'ai le service de paiement qui n'a pas encore fini son boulot. Et tu as une règle métier qui dit, si au bout de 48 heures, tu n'as pas reçu les deux qui sont là, tu es certainement dans une situation qui ne t'arrange pas d'un point de vue métier. Du coup, renvoie un message, donc là il passe en mode acteur cette fois-ci, et demande à tous les services de se remettre dans une situation acceptable. Donc si c'est pour la facturation, vérifie que tu as bien reçu les sous. Si c'est pour la livraison, vérifie que tu as bien envoyé la marchandise. D'accord ? Donc c'est la partie retrouver un état cohérent du système. Donc il envoie des messages pour dire, s'il vous plaît, remettez-vous en ligne tous ensemble. Donc là j'ai suffisamment parlé, donc avec un peu de chance, si je rafraîchis la page, on va voir que ça a bougé. Voilà. Donc là on voit que le service d'envoi a assez bien exécuté, le service de paiement s'est bien exécuté, mon process est à succès. D'accord ? Le chorégraphe a observé dans ce cas d'usage. Dans un cas d'usage où si au bout de 48 heures, les deux événements n'étaient pas arrivés, il serait passé en action. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'en tant que chorégraphe, il est prévu que si l'un des systèmes soulève une alarme en disant « je suis dans l'incapacité et je ne pourrai jamais devenir cohérent », à savoir la carte bancaire, l'exemple de tout à l'heure, ça fait plus de 48 heures que je lui demande une nouvelle carte bancaire, il ne me la donne pas, je considère qu'il faut annuler la commande. D'accord ? Un événement va être envoyé de « s'il te plaît, annule la commande », c'est ce qu'on a vu dans le process de paiement. Et donc c'est ce qu'on appelle ici le process événementiel, sous-process événementiel, qui va s'exécuter. Et celui-ci va jouer le rôle, cette fois-ci, d'orchestrateur, mais c'est un choix d'implémentation, où j'ai dit que le chorégraphe allait demander explicitement, envoyer des ordres aux différents services en disant « s'il te plaît, annule ce que tu as déjà fait pour cette chorégraphie-là, parce qu'on sait qu'on veut annuler la commande. » D'accord ? Donc si tu as commencé à emballer les articles, sors-les, remets-les dans le stock. Pour le paiement, on n'a pas réussi à avoir les sous, donc il n'aura rien à annuler, mais je lui demande quand même de se mettre en état de « oublie cette commande-là, marque-la comme abandonnée, et ton système et toi ta base de données locale est cohérente. » Et donc dans un tel cas, ce qui se passera, c'est que la commande elle sera annulée et non plus honorée. Voilà, donc là ce qu'on vient de voir, c'est que de façon non intrusive, sans modifier l'implémentation des services, on peut placer Bonita juste en tant que superviseur, en tant que chorégraphe. Il observe ce qui se passe et il peut nous le représenter graphiquement pour nous dire voilà ce qui est en train de s'exécuter. D'accord ? Et si on veut, ce chorégraphe-là, on peut aussi lui donner le pouvoir de commander les autres services, notamment pour faire de la récupération de cohérence du système, pour dire j'ai détecté en tant que chorégraphe que quelque chose n'était pas bien. On s'est laissé 48 heures, c'est une règle métier, ça peut être 24, 12 heures, 5 minutes. Je décide d'agir en tant que chorégraphe parce que je me rends compte que c'est en train de devenir la bérésina. Toi, s'il te plaît, fais ça, toi, s'il te plaît, fais ça, toi, s'il te plaît, fais ça, et à la fin, on sera de nouveau en cohérence chorégraphiée. Voilà pour ce qui est de la deuxième démonstration.
C'est les deux démonstrations que je voulais vous présenter aujourd'hui, il n'y en a pas d'autres. J'ai pas fait le choix de vous montrer du code d'implémentation en Node ou des choses comme ça, parce que je ne pense pas que ce soit l'intérêt. Ce que j'aimerais simplement que vous reteniez, c'est que je ne suis pas là pour vous dire quel type d'architecture, moyen de communication vous devez mettre en place. Vous voulez faire du Kafka, faites du Kafka. Vous ne voulez pas faire d'événements, vous voulez faire du gRPC, vous voulez faire du REST, vous voulez faire GraphQL, vous pouvez aussi le faire, j'ai pas de souci avec ça. Dans tous les cas, que vous fassiez du messaging ou que vous fassiez des microservices, je voulais juste essayer de vous faire réfléchir à quel rôle Bonita pouvait jouer là-dedans. Tout le monde a en tête l'orchestrateur, parce que Bonita est un orchestrateur de process. Ce n'est pas le seul rôle qu'il peut jouer. On l'a vu, Bonita peut être juste un des microservices dans une chaîne complète. Il peut être l'orchestrateur si on veut. Il peut être le chorégraphe. Il peut être un maillon. Il peut être un maillon plus le chorégraphe. Tout est possible. Voilà. Je vous remercie. Si vous voulez rester en contact, vous pouvez le faire. Et s'il y a quand même des questions, je serai ravi d'y répondre.